Donc aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui est un peu spécifique, qui est l'apport de l'usage de nouvelles technologies en ethnomusicologie. En fait, ce qui est intéressant dans notre discipline, c'est que c'est une discipline qui est fondée sur l'avancement des techniques et des technologies. Et la question, évidemment, c'est qu'est-ce qu'on en fait de ces technologies? Pourquoi faire? Pourquoi est-ce qu'on a utilisé ces technologies? Alors, dans les grands pionniers, en fait, au 19e siècle, on retrouve des gens comme Alexander John Ellis, qui était en fait un physicien, un mathématicien, mais qui s'intéressait beaucoup à la musique et qui est une des personnes qui, notamment, a inventé le cent. Le cent, c'est une unité de mesure qui permet de diviser chaque demi-ton en 100 cents. Et pourquoi est-ce qu'il a travaillé là-dessus? Pourquoi est-ce qu'il a travaillé, lui, sur le son et comprendre intimement comment le son, comment on peut mesurer les hauteurs? C'est parce qu'il s'intéressait aux échelles musicales dans le monde entier. Et comme, évidemment, le système qu'on a en Occident, le système tempéré, qui est le nôtre, ne permet pas de décrire tout plein de musique dans le monde. Donc il a commencé à se poser des questions et donc il a commencé à travailler sur des choses comme ça. On a Karl Stumpf qui a travaillé notamment à Berlin et qui a fait partie de ceux qui ont fait les premiers enregistrements. Et puis en Amérique du Nord, des gens comme Frances Densmore, qui était une dame qui a travaillé notamment sur la musique des Blackfoot. Les Blackfoot, c'est une ethnie, c'est un groupe amérindien qui est entre l'Alberta au centre du Canada et puis le Montana, donc le début des Rocheuses en fait, aux États-Unis. Et il y a eu tout un mouvement aux États-Unis, notamment l'ethnomusicologie, qui est partie des gens qui ont travaillé sur les musiques, ce qu'on appelle autochtones, la musique des Amérindiens. Et voilà cette photo que j'aime beaucoup, c'est un des premiers usages du phonographe. Et donc quand on commençait à graver des rouleaux de cire, pourquoi c'est important? C'est parce qu'en fait, dans notre métier, paradoxalement, on travaille sur des musiques vivantes de tradition orale. Ce qui veut dire qu'une fois que la musique est finie, qu'on a arrêté de la jouer, il n'y en a plus aucune trace. Et que comme on a une approche qui se veut scientifique, on va essayer de comprendre les choses et qu'il faut pouvoir répéter les choses, l'avènement, la création, l'invention de l'enregistrement a été en fait, en quelque sorte, le déclencheur des débuts de l'ethnomusicologie en tant que science, ce qu'on appelait la musicologie comparée au départ, c'est-à-dire qu'on comparait des musiques de différentes régions du monde. Et puis, c'est ce qui a permis notamment de procéder à des transcriptions pour pouvoir analyser la musique, pour pouvoir expliquer comment elle fonctionnait de l'intérieur. On avait besoin de ces enregistrements pour pouvoir transcrire. Et alors cette espèce de dualité entre l'enregistrement et la transcription est quelque chose qui a beaucoup fait réfléchir les ethnomusicologues et qui continue à nous faire réfléchir. Et notamment maintenant avec les nouvelles techniques pour produire la musique, ça fait réfléchir aussi beaucoup les gens qui travaillent sur les musiques électroniques, notamment parce qu'on se retrouve dans le même genre de problématique. Comment est-ce qu'on met sur le papier quelque chose qui est de l'ordre du sonore et qu'on doit transcrire à un code qui doit être compréhensible par l'intermédiaire du visuel. Donc il y a vraiment tout un travail qui est intéressant et les deux choses se rejoignent en fait maintenant. Toujours dans les pionniers, on a évidemment Béla Bartók, et là on le voit un peu pas très bien sur cette photo, mais il a fait aussi beaucoup d'enregistrements, et notamment tout son travail de documentation des musiques d'Europe centrale est passé par un travail d'enregistrement. Il se promenait sur une charrette avec son phonographe pour enregistrer, et puis ensuite il faisait beaucoup de transcriptions. Il a fait un travail assez considérable dans ce domaine. Alors on enregistre pour transcrire quoi et pour transcrire comment? Donc ça, c'était vraiment une question majeure. Je vous parlais tout à l'heure de John Alexander Ellis, qui a mis au point cette unité de mesure pour essayer de rendre compte plus précisément, plus finement des hauteurs qu'on entendait. Et puis là, on a une photo de Charles Seeger, qui est un des grands pionniers aussi de l'ethnomusicologie aux États-Unis, devant un mélographe. Le mélographe, c'était un instrument qui a été inventé à la fin du 19e, début du 20e siècle, qui était une des versions des machines pour enregistrer le son, mais qui plus tard à UCLA a été développé spécifiquement pour transcrire la voix chantée. Et tout simplement, c'était une analyse du spectre sonore et ça permettait d'avoir la fréquence fondamentale
et de suivre surtout ce qui intéressait les gens à ce moment-là, toutes les petites micro-inflexions qu'on a dans la voix. C'est-à-dire quand quelqu'un chante, c'est jamais complètement stable. Il y a beaucoup de petites inflexions et en fait, avec le mélographe, l'idée c'était de pouvoir avoir accès à ces micro-inflexions, de pouvoir les noter avec précision, avec toujours cette obsession d'être capable de reproduire le plus fidèlement possible les choses pour pouvoir en parler le plus correctement. Et toujours aussi cette idée de se dire, il y a toujours cette dualité, on entend avec nos oreilles qui sont des oreilles occidentales dans ce cas-là, mais qui sont des oreilles qui sont culturellement informées. C'est-à-dire qu'on grandit dans une culture et notre culture modèle notre façon d'entendre les choses. Et quand on travaille sur une culture autre, toujours le souci c'est de se dire, est-ce que ce que moi j'entends et que je vais transcrire, donc est-ce que mon filtre est approprié pour pouvoir parler de la musique des autres avec, dans des conditions qui sont les bonnes et qui en fait ne soient pas en train de trahir la façon dont les gens, eux, conçoivent leur musique. Alors un autre pionnier qui est là dans notre salle ce soir, aujourd'hui, c'est Simra Arom, qui a été mon directeur de recherche et qui est vraiment une des personnes qui a fait beaucoup avancer l'ethnomusicologie à partir des années 70-80 surtout, avec 2-3 inventions assez sympathiques. Donc là, Simra, qui était chez les Pygmées Aka en Centrafrique, qui a travaillé beaucoup chez les Pygmées Aka en Centrafrique et en République centrafricaine en général. Donc là, je dirais un enregistrement classique, le nagra et puis un microphone. On est au milieu du chœur, les tambourinaires sont derrière, etc. Et donc, ça, c'est une façon d'avoir un enregistrement de terrain, in situ, en contexte. Mais le problème, c'est quand on a des musiques aussi complexes au niveau polyphonique que, par exemple, les polyphonies Pygmée Aka, même si on a une très très bonne oreille, c'est extrêmement difficile, voire impossible, de rendre compte de tout ce qui se passe à l'intérieur de ces musiques. Et donc, Simra, un jour, a eu l'idée de développer une technique, plutôt d'appliquer quelque chose qui était très connu dans les studios, qui est le playback ou le re-recording, qui est en fait une façon d'enregistrer un par un les différents instruments, les différentes voix, en les superposant par la suite. Et donc là, on voit une photo d'un enregistrement de ce type-là, avec 2 trompes. Il a appliqué ça aux polyphonies des bandas linda en Centrafrique, donc avec des orchestres de trompes, où chaque trompe a une seule note, et puis on peut se retrouver avec des orchestres de 18 trompes. Donc vous imaginez le nombre de parties qu'il faut superposer. Donc l'idée de base, c'est on enregistre d'abord tout le monde ensemble. Ensuite, on met un casque sur les oreilles du premier musicien. Il entend toute la polyphonie, donc il est immergé complètement dans la musique comme d'habitude. Et par contre, on enregistre séparément, simplement, sa partie à lui. Puis après, le second musicien, soit on lui demande s'il veut se référer à la partie du premier musicien, et souvent c'est le cas, parce qu'ils partent les uns après les autres, soit on peut lui donner aussi tout le monde. Et donc petit à petit, comme ça, on reconstitue l'ensemble. Et bien évidemment, ensuite, on met aussi un étalon de temps. On demande aux gens à ce qu'ils mettent la battue pour être sûr que la façon dont on va transcrire correspond bien à la façon dont les gens, eux, conçoivent le rythme. Et donc, c'est un procédé qui a permis notamment à Simra de faire un travail absolument remarquable sur les musiques d'Afrique centrale et qui en fait a lancé toute une nouvelle manière d'approcher l'étude des polyphonies, parce qu'on commençait à avoir enfin un outil qui nous permettait de rentrer à l'intérieur des polyphonies. Mieux que ça, ce n'est pas simplement un outil qui permet de transcrire, c'est un outil aussi qui permet d'interagir avec les musiciens. Parce qu'il se passe, c'est que quand on se retrouve dans des conditions qui sont en fait des conditions expérimentales, il y a un discours qui commence à émerger, on commence à avoir un peu plus de détails sur le fonctionnement interne de la musique et comment les musiciens, eux, fonctionnent à l'intérieur de cette musique, quels sont leurs repères mentaux, à qui ils se réfèrent, etc., etc. Et donc c'est non seulement un outil formidable pour la transcription, c'est aussi un outil formidable pour rentrer à l'intérieur de la musique d'une culture qui n'est pas la nôtre. Autre idée assez géniale, c'est pour l'étude des échelles musicales, donc toujours cette idée qui remonte à très loin, mais sur les xylophones, toujours en République centrafricaine. Et donc là, l'idée, ça a été de se dire, on a tous nos xylophones, tous les xylophones qu'on voit dans tous les villages sont un peu différents. L'accord est différent, quand on enregistre les chants, l'accord est toujours un peu différent. Comment est-ce qu'on peut faire pour comprendre? Et donc là, l'idée, ça a été de déguiser un synthétiseur en xylophone, en mettant des lames en bois dessus, avec des petits scratchs.
Et puis d'avoir sur le synthétiseur des sons de synthèse, mais qui se rapprochent du son original du xylophone, sauf qu'on peut contrôler plusieurs paramètres. Donc on pouvait changer la hauteur, ce qui pour un facteur revenait à enlever un peu d'épaisseur de la lame à tel endroit ou tel endroit. On pouvait changer un petit peu l'épaisseur du son, donc l'harmonicité. Donc des détails techniques, mais qui en fait étaient transcrits de façon, étaient traduits de façon extrêmement tactile, facile à comprendre et à mettre en œuvre. Et donc ça a été des recherches qui ont eu lieu entre 89 et jusqu'à 2002 pour la fin des recherches sur l'application en Indonésie, sur une culture complètement différente. Et puis donc toute une équipe qui a travaillé, dont Suzanne Furnis, qui est maintenant la directrice de notre équipe d'ethnomusicologie ici, Frédéric Voisin, et puis Gilles Léoto, qui est aussi qui est acousticien. Et donc vous voyez sur la photo qui est à votre droite, le xylophone, le faux xylophone, donc le synthétiseur déguisé en xylophone, qui est au milieu d'un ensemble de xylophonistes, parce que dès qu'ils avaient trouvé que l'accord était bon et le son était bon, les musiciens n'hésitaient pas à jouer. Donc en fait, l'outil était complètement intégré et ne posait aucun problème. Alors ce qui est intéressant là-dedans, c'est que le fait de passer à l'expérimentation, ça permet d'éviter la verbalisation et d'essayer de mettre des mots sur des concepts qui sont abstraits et qui parfois n'existent même pas en tant que concept. Par exemple, l'idée de l'échelle musicale de la gamme, elle n'existe pas en Afrique centrale. En tout cas, Simra l'a jamais rencontré, je l'ai jamais rencontré. Tous les collègues qui sont dans notre labo, qui travaillent en Afrique centrale, ne l'ont jamais rencontré. On peut avoir des termes qui désignent des lames de xylophone, etc. Donc souvent la mère, l'enfant et des relations de parenté. Mais on n'a pas de nom de note, do, ré, mi, fa, sol, ça n'existe pas. Et même plus, quand on demande à quelqu'un de jouer une gamme, il nous regarde avec des grands yeux ronds, ça n'a aucun sens. Le son isolé en tant que tel n'a pas d'existence culturelle. Le son est toujours intégré dans une phrase musicale. Et donc, le concept d'échelle n'existe pas. Les gens savent exactement comment accorder leur instrument, c'est comme ils savent comment parfaitement parler leur langue, mais ils ne savent pas l'écrire parce qu'il n'y a pas d'écriture qui existe. Ils ne peuvent pas en décrire la grammaire parce qu'on n'a pas appris la grammaire. C'est la même chose qu'une langue maternelle, exactement. Donc, passer par l'expérimentation, ça permet d'éviter cette espèce de filtre que représente la verbalisation, d'autant plus qu'on travaille dans des langues qui ne sont pas les nôtres, donc il faut toujours passer par un interprète, et avec toujours évidemment les possibilités d'avoir des petites incompréhensions, surtout sur des choses où on essaie d'être aussi précis. Le deuxième aspect, c'est qu'on peut travailler sur certains paramètres en les gardant dans leur contexte complet de production. C'est-à-dire qu'on ne fait pas une expérimentation en sortant les gens complètement du contexte et en faisant écouter, en isolant des petites choses. C'est on étudie le fait musical par des gens dans le contexte de production musicale. Alors évidemment, il est un petit peu différent quand on fait du playback et des choses comme ça, mais on essaie de faire en sorte que le contexte soit aussi proche que possible de la réalité et de la façon dont les choses sont faites. On dirait maintenant, on essaie de conserver les conditions écologiques de production de la musique. Donc, en fait, on passe d'un questionnement sur le savoir-faire à un questionnement par le savoir-faire. Et ça, pour moi, c'est la chose la plus importante, c'est cette espèce de shift, comme on dit en Amérique du Nord, où d'un seul coup, on passe d'un questionnement sur à un questionnement par. On demande aux gens de faire les choses, et c'est en faisant les choses que le discours émerge et qu'on va beaucoup plus loin dans la compréhension des choses. Alors tout ça c'est bien joli, mais les moyens pour y parvenir, donc on en a vu déjà deux, les techniques de playback, l'autre qui était d'avoir les synthétiseurs, et maintenant c'est là où nous en sommes. Je vais vous montrer maintenant 3 exemples de types d'expérimentation qui ont été faits au début des années 2000 pour certaines, et puis celles qui sont la raison pour laquelle je suis ici en France cette année, pour travailler sur ce projet donc, de recherche sur le geste musical. Et je vais vous montrer un peu où nous en sommes actuellement avec des choses toutes fraîches du terrain d'il y a à peu près 1 mois ou 2. Donc on va aller faire un petit tour au Cameroun avec 3 exemples. Un exemple qui vient des Ouldémé, qui est une petite ethnie toute petite, à peu près 9000 personnes, dans l'extrême nord du Cameroun, dans les monts Mandara. Les Bedjans et les Tikars, c'est là où moi j'ai fait ma thèse, chez les Pygmées Bedjans. Donc c'est un tout petit groupe de Pygmées. Les Pygmées Bedjans sont 400 à peu près et sont complètement éloignés des autres Pygmées qu'on trouve ici, les Bagéli ou Bakola, et les Baka qui sont ici, qui eux par exemple sont à peu près 30 ou 40 000 au Cameroun.
et qui évidemment vont au-delà des frontières ici. Et donc c'est un petit isolat de population. On a un collègue ici au Musée de l'Homme qui travaille sur la génétique de ces populations et qui date à peu près, il pense que c'est au moins 3000 ans la séparation de ce groupe d'avec les autres groupes Mi'kmaq. Donc voilà, ça c'est les dernières données fraîches, pas encore publiées. Et puis le groupe Eton, qui est juste de l'autre côté du fleuve ici, qui est un autre type de xylophone avec qui j'ai commencé de travailler au mois de novembre, tout récemment. Donc les Ouldémés, vous voyez le Cameroun, tout en haut ce qu'on appelle le bec de canard, qui est en fait un endroit où il y a beaucoup de petits groupes ethniques, et donc la frontière tout en haut à gauche, en fait au nord-ouest, c'est là où Boko Haram est en train de faire ses incursions, et c'est là où ça se passe pas très bien en ce moment. Avec d'autre côté, du côté de Tchad, un peu de rébellion sud-tchadienne, ça va pas très fort non plus. Donc c'est une région où laquelle on n'a plus accès maintenant. Donc par exemple, quand je suis arrivé au mois de novembre, c'était interdit pour moi d'aller au nord de la zone qui est ici en fait. Donc avec tout ce qui se passe là. Et donc toutes ces petites ethnies que vous voyez, c'est là où j'ai travaillé avec une ancienne collègue, Nathalie Fernando, qui elle a fait sa thèse dans ces musiques-là. Et puis donc toute la région où il y a les tout petits groupes, ce sont des montagnes, des petites montagnes comme vous voyez en haut, à gauche dans la photo. Une des particularités dans le nord du Cameroun, dans l'extrême nord, c'est qu'il y a beaucoup d'ensembles de flûtes, très différentes qui sont liées en fait à différentes saisons. Et puis, donc là, on a travaillé particulièrement sur les flûtes agélins, qui sont des petites flûtes en roseau. Chaque femme a une paire de flûtes. Chaque flûte ne fait qu'un seul son. Et la particularité, c'est qu'il y a une double particularité. C'est que l'accord des flûtes se fait avec un ajout d'eau. On met plus ou moins d'eau dans le tube pour ajuster la hauteur. Et donc ça change évidemment. Et puis même en cours de jeu, l'évaporation, le roseau qui absorbe l'eau, surtout au début du jeu. Après, ça reste à peu près stable. Et puis d'une fois à l'autre, on ne met jamais la même quantité d'eau. Donc l'échelle varie beaucoup d'une fois à l'autre. L'autre particularité, c'est que c'est une polyphonie en hockey vocaux-instrumental. Ça veut dire qu'en fait, on fait une note avec la flûte, une note chantée, une note avec la flûte, une note chantée. Et donc chaque personne alterne comme ça entre sa flûte et sa voix. Et en plus, les musiciennes alternent les unes par rapport aux autres. Donc c'est un hockey assez complexe, avec des choses assez jolies. Je vais vous faire entendre un extrait d'une pièce avec, je crois, 5 paires de flûtes. Est-ce qu'on peut vérifier le son ? Est-ce qu'il y a du son qui passe là-haut ? Alors, bon. Merci. Voilà, des musiques qui sont très belles et très belles.
Euh, donc, en fait, le procédé qu'on a utilisé ici pour essayer de comprendre comment ces musiques fonctionnaient, surtout comment l'échelle musicale fonctionnait, ça a été de travailler en collaboration avec l'IRCAM. C'était un projet qui s'appelait Cognitique 2000, qui était une initiative du ministère de la Recherche et de l'Enseignement supérieur à l'époque. On avait eu une subvention de recherche pour travailler sur ce problème, en fait, des échelles musicales. Et avec les Ouldémés, on a travaillé donc, il y a eu des petites flûtes qui ont été mises au point, avec des capteurs de souffle, et en fait qui réagissaient donc quand les musiciennes soufflaient. En fait, on avait un son, donc deux types de sons, je ne rentrerai pas dans les détails ici, soit un son qui était préenregistré, soit des sons qui étaient reconstitués sur le moment. Pour essayer, l'idée évidemment, c'est quand on fait de la synthèse en temps réel, on essaye de prendre les paramètres physiques du son, donc la quantité de souffle, la puissance, etc., la direction, et puis on essaie de faire en sorte que les équations qu'on met dans la machine permettent de reproduire au plus près possible le son tel qu'il est quand il est réalisé avec des instruments acoustiques. Et on avait deux petits boutons qui simplement simulaient l'ajout ou le retrait d'eau dans le tube. Et on a profité du fait que les musiciennes venaient pour... les Ouldémés sont venus à la Maison des Cultures du Monde pour une série de concerts, de spectacles. Et donc on a pris 3 ou 4 jours en plus avec 4 musiciennes pour pouvoir leur faire tester le système. Et on a travaillé comme ça pendant ces 3-4 jours. Un, à vérifier que le système était valide, c'est-à-dire qu'elle pouvait jouer avec ses instruments, et deux, à faire une certaine série d'expérimentations en proposant des échelles, en leur demandant de modifier, etc. Donc elle corrigeait. En gros, on a pris le système qui avait été fait avec les xylophones, on l'a adapté au système des flûtes. Et ça marchait assez bien, ça a donné des résultats intéressants, notamment le fait que l'échelle n'est pas construite sur l'octave, qui est notre grand repère du Do jusqu'au Do jusqu'au Do, mais elle est construite par 2 paires de flûtes contiguës. Et donc ce sont les flûtes contiguës, c'est cet assemblage-là qui compte, et puis après la suivante et la suivante, ce qui fait que le système ne se reproduit pas d'une octave à l'autre. Maintenant, on va aller chez les Tikars et chez les Bedjans. Donc, juste un petit peu de tourisme, c'est surtout pour vous donner un peu l'idée de la région. C'est une région qui est très enclavée. On est dans la zone de contact entre la forêt et la savane, en plein centre. Et donc, tout le tour, vous voyez, ça, ce sont les différents modes d'accès, avec des bacs qui ne fonctionnent pas pendant la saison des pluies, par exemple, ou alors pas de bac du tout, c'est la pirogue, ou des ponts qui sont dans un état plus ou moins bon, qu'on est obligé de tester à chaque fois qu'on passe dessus. Et ça, c'est une photo du mois de novembre dernier, où ça, c'est le dernier pont qu'on a franchi. Celui-ci était en bon état. Donc voilà, c'est pour vous donner un peu une idée d'une zone qui est en fait restée très enclavée et qui est connue aussi pour ça. C'est-à-dire qu'il y a assez peu de changements de population. Maintenant, ça change un petit peu, mais il n'en reste pas moins que c'est une zone où il y a des choses qui sont transmises de façon assez semblable depuis pas mal de temps, semble-t-il. Donc, j'ai travaillé chez les Pygmées Bedjans. Donc évidemment, ce sont des pygmées. Et avec beaucoup, ils ont des polyphonies vocales, donc des chants à plusieurs voix extrêmement beaux, aussi complexes. Et là, on retrouve la même problématique, c'est-à-dire que quand on enregistre d'une fois sur l'autre les musiques, d'une version à l'autre, la répartition des notes les unes par rapport aux autres change considérablement. Et on n'arrive pas à mettre le doigt sur c'est quoi le mode de fonctionnement. C'est pas n'importe quoi, sinon les gens ne pourraient pas chanter ensemble. Et quand ils chantent ensemble, ça marche très très bien. Mais d'une fois à l'autre, ça change. Qu'est-ce qui fait que dans un système musical, on peut chanter, on va dire, tous ensemble « Happy Birthday » et à chaque fois, les notes entre les différentes notes, les intervalles sont différents à chaque fois. Et comment ça se fait que tout le monde arrive à chanter ensemble ces différents intervalles? Et donc, c'est là-dessus que j'ai essayé de travailler pour ma thèse. Et quand on avait des instruments de musique, on a quelque chose de tangible. On a un instrument qu'on peut modifier, donc on a un artefact. Quand on est sur la voix, on est sur quelque chose d'intangible. On est à l'intérieur du corps, donc là, on n'a pas d'instrument. Juste avant, petite parenthèse, les Bedjans vivent en étroite relation avec les Grands Noirs qui sont à côté, les Tikars, qui ont un système extrêmement hiérarchique. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, les Tikars sont censés avoir... ont en fait le pouvoir sur les Bedjans, ce sont leurs pygmées, comme ils disent, mais dans tous les moments de la vie rituelle extrêmement importants qui concernent la chefferie des Tikars et les princes Tikars, ce sont en fait les pygmées qui ont le pouvoir, ce sont eux qui ont la maîtrise des esprits de la forêt. Et donc comme les Tikars, c'est une ethnie qui est venue de la savane plus au nord pour s'installer en forêt, ceux qui sont les vrais patrons
au niveau rituel et spirituel, ce sont les Pygmées. Et d'ailleurs, on a des répertoires spécifiques que les Pygmées chantent pour les Tikars. Et il y a des moments extrêmement spécifiques dans la vie de ces deux communautés qui font qu'au niveau musical aussi, il y a des choses qui se passent en commun. Et donc, voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est juste intéressant de savoir que ça aussi, ça existe. Avant d'aller plus loin, je vais vous faire entendre un petit extrait de Polyphonie Pygmée. Là, j'étais en train de travailler, ce sont des images du mois de décembre dernier. Donc, les recherches que j'ai faites sur les échelles dans les polyphonies vocales, c'était entre 99 et 2003. Mais là, maintenant, j'y suis retourné donc, dans un autre objectif, mais des images qui sont plus fraîches et de meilleure qualité que ce qu'il y avait il y a 15 ans. Voilà, et donc maintenant, juste pour vous donner une idée de la réalité, palper un petit peu avec vos oreilles, si je puis m'exprimer ainsi, cette problématique des échelles musicales, je vais faire entendre 3 extraits, donc un chant qui est différent de celui qu'on vient d'entendre. Celui qu'on vient d'entendre, c'est le Nan, qui est le chant principal. Mpunan, c'est un chant aussi qui appartient au même répertoire, et qui est un chant plus ancien, qui apparemment serait le chant le plus ancien, et Mpu veut dire principal, donc un autre chant du répertoire, et avec 3 versions différentes. Une seconde version du même chant. Et enfin une troisième.
Voilà, donc ces trois versions sont considérées par les Bedjans comme étant exactement identiques. Elles sont toutes bonnes, tout fonctionne, quoiqu'elles soient extrêmement différentes du point de vue de la constitution du nombre d'intervalles, de la grandeur de ces intervalles, etc. Donc l'idée pour réussir à travailler là-dessus, ça a été de faire des enregistrements en multipiste. Donc là, le playback, c'était 2 pistes à la fois. Le multipiste, c'est autant de pistes qu'on veut, enfin autant que la machine qu'on a à ce moment-là peut avoir. Et donc, plusieurs étapes. J'ai enregistré en multipiste, donc chaque voix séparément. Vous avez vu tout à l'heure une petite photo de la dame avec son bébé qui avait un petit micro comme ça. Donc j'enregistrais avec 4 voix, 4 personnes différentes. Et puis on peut enregistrer en même temps les tambours avec des petits micros extrêmement directifs. Donc on peut avoir la polyphonie complète telle qu'est réalisée normalement. Bon, avec 4 chanteurs seulement et pas avec tout le chœur. J'en ai fait aussi avec le chœur en entier autour de ces chanteurs-là, juste pour vérifier que la méthode était valide et qu'on n'était pas en train d'avoir des choses trop différentes. Et ce n'était pas le cas. Donc vous avez 2 versions de l'équipement. Ça, c'était la première année en haut, donc avec des gros ordinateurs encore de bureau à l'époque. Et puis ça, c'était la toute première fois où Apple a sorti ces petits ordinateurs. Donc tout l'équipement, d'un seul coup, a tenu dans 2 petites valises au lieu de dans 2 caisses de 250 kilos. Donc on enregistre en multipiste, ensuite chaque voix séparément on fait une analyse, donc je cherche à savoir quelle est la hauteur, le suivi du fondamental, un petit peu comme j'expliquais avec le mélographe tout à l'heure, on fait ce suivi là avec des outils bien plus perfectionnés évidemment, et ensuite à partir de là on fait des hypothèses, on se dit bon voilà là ça a fonctionné de cette façon là, et puis on fait 10, 15, 20, 30 analyses et on se retrouve avec tout un tas de données et on commence à se gratter la tête et on dit comment est-ce que je veux faire. Et donc après l'idée ça a été de transformer la polyphonie qui existe réellement et de changer les hauteurs sans changer d'autres, sans changer le timbre de la voix des gens qui chantent, ni rien, juste ce paramètre de hauteur pour pouvoir contrôler un peu ce qui se passe. Et donc on a fait ça, donc ça passait par des logiciels de l'IRCAM, AudioSculpt Open Music. Donc voilà, ça c'est un peu la tambouille de ce qui se passe à l'intérieur. En gros, on rentre le son là-haut, et puis on fait des analyses, ça nous donne des courbes qui permettent de se représenter un petit peu ce qui se passe à l'intérieur. Et ensuite, on remet dans la machine en le disant, voilà, l'original, vous allez maintenant me le faire chanter. Je vais faire ça très caricaturalement. Au lieu de chanter sur Do, Ré, Mi, vous allez faire chanter sur Do, Fa et La. Donc on prend ces notes-là et puis on les transforme. Évidemment, c'est un peu plus fin que ça, mais c'est l'idée. Okay, et donc après, on fait réécouter aux gens pour qu'ils puissent dire, valider, c'est bon, c'est pas bon, et éventuellement, on leur demande de rechanter par-dessus pour vraiment vérifier que c'est pas simplement un oui de politesse, mais que c'est un oui factuel. Donc voilà, ça c'est une façon de représenter les notes. Et ce que vous voyez, toutes ces petites choses ici, ce sont ce dont je parlais tout à l'heure, les micro-fluctuations de la voix qui se passent. Et donc là, notamment, c'est du vibrato qu'on voit. Et donc voilà, par exemple, un original. Donc ça, c'est la version avec 2 voix seulement d'une pièce. Si ça veut bien partir. Ah non, ça ne veut pas. Ça va beaucoup moins bien. Eh bien, je vais vous demander de me croire sur parole. Donc on transforme et en fait c'est vraiment juste les hauteurs, on reconnaît, les gens pouvaient reconnaître exactement qui chantait, etc. L'intérêt par cette expérimentation aussi, c'est que le temps qu'on arrive à trouver les bons paramètres pour arriver à régler nos machines comme il faut, on a découvert tout un vocabulaire, toute une conception de la qualité du timbre de la voix des Bedjans qu'on n'arrivait pas à avoir autrement. C'est-à-dire que là, ils ont commencé à dire non, la voix, elle est trop ceci, elle est trop cela, etc. Et donc, on a vu aussi l'attention extrême qu'ils portaient à la synchronisation dans le temps, parce que si les choses qu'on avait reconstituées n'étaient pas parfaitement synchrones, ils disaient stop immédiatement, au bout d'une demi-seconde. Non, c'est pas bon, ça fonctionne pas. On dirait des poules qui caquettent. Tel était le terme. Je vais vous passer un tout petit bout de film qui va très très vite, très raccourci, de comment ça se passait sur le terrain quand on a fait ces expérimentations. « 6 août 2001 à Manceau, campement Pygmée, on travaille sur les hypothèses par proposition. Là, on peut leur dire, on va faire entendre maintenant la voix des enfants et la voix des femmes.
seule va très bien. Mais cette voix ensemble des autres ne va pas bien. C'est très bien ça. Bon, on fait la... Oh, 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 Voilà, c'était vraiment la version très condensée. Donc vous avez compris le principe, des enregistrements multipistes, les transformations, on soumet, et puis après on valide une fois plutôt, 2 fois plutôt qu'une d'ailleurs. Et là, donc on était dans un des petits villages, un des campements, Manso, et on travaillait dans 2 campements principaux. Et évidemment, on faisait des croisements d'enregistrement de l'un à l'autre pour valider que nos données n'étaient pas trop locales et pour vérifier que tout ça fonctionnait. Voilà, donc ça a pris, c'était une approche qui a été, ma foi, très fructueuse, qui a permis de comprendre comment le système fonctionne. Et puis maintenant, je passe aux choses les plus récentes, celles pour lesquelles je suis là en ce moment. Donc GACMUS, c'est Geste Acoustique Musique, c'est le nom du projet de recherche qui est soutenu par Sorbonne Université et qui regroupe 6 équipes, donc une équipe ici d'ethnomusicologues au MNHN, des gens du laboratoire d'acoustique musicale, donc UPMC, des gens de musicologie de Paris-Sorbonne, Paris 4, des acousticiens du musée de la musique à la Philharmonie de Paris, des biomécaniciens, des spécialistes du mouvement à l'Université de technologie de Compiègne, et puis des profs et des étudiants du pôle supérieur Paris-Boulogne-Billancourt, donc des étudiants et des profs de musique, des interprètes. Donc ma partie à moi dans le projet, donc c'est un peu de diriger les troupes et puis d'essayer d'amener un peu d'énergie dans tout ça et beaucoup de réflexion sur comment est-ce qu'on fait, c'est quoi la méthodologie, c'est quoi, comment est-ce qu'on s'y prend pour travailler sur le geste, sur le rapport intime d'un interprète avec son instrument de musique. Quelles sont les méthodes qu'on emploie, comment est-ce qu'on s'y prend, qu'est-ce qu'on regarde, parce qu'il y a beaucoup de paramètres qu'on peut regarder, beaucoup de choses, et donc comment est-ce qu'on s'y prend, avec l'idée que ce projet ne s'intéresse pas simplement aux musiques d'Afrique centrale, mais c'est un projet qui travaille notamment sur les luttes d'Asie centrale. Mon collègue Farah Farhabzadeh a fait la dernière présentation d'ailleurs ici, il y a un mois je crois. Marie-France Mifune, qui est ici aussi au muséum, travaille elle sur les harpes du Gabon, mais on a des collègues qui travaillent sur la harpe classique. Moi je travaille sur les musiciens du Cameroun, sur les tambours sur pied et sur les xylophones, donc au Cameroun, mais aussi avec des musiciens occidentaux, donc en France et au Canada. Et on a un collègue qui est l'autre chaire de recherche senior, Patricio de la Quadra, avec qui on a travaillé d'ailleurs chez les Ouldémé il y a 15 ans, qui travaille lui sur les flûtes plutôt d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Donc l'idée c'est de faire de la catégorisation du geste, caractériser le geste et donc faire des catégories, faire des descriptions fines. C'est travailler sur les conditions de contrôle du geste instrumental. C'est un nom un peu barbare pour essayer de comprendre comment est-ce qu'un musicien parvient à exécuter ce qu'il exécute, quelles sont les choses qui lui permettent de contrôler ses gestes quand il est en train d'exécuter, et notamment qu'est-ce qu'il a dans la tête au moment où il est en train de jouer, comment ça se passe à l'intérieur pour qu'il soit aussi précis, aussi rapide, aussi virtuose. Et puis une comparaison intraculturelle, interculturelle, donc avec les groupes dont j'ai parlé, Bedzan, Eton et Tikar au Cameroun, et puis des percussionnistes classiques donc au Canada et en France. Donc, j'ai fait une mission assez récemment au Cameroun. Donc l'idée, c'était de travailler sur la facture, d'enregistrer des répertoires, bien sûr, parce que c'est quand même la base. On ne peut pas se lancer dans une étude du geste instrumental sans savoir quelle est la musique, quel est le contexte, qui joue, quand, comment, etc. Donc ça, j'en parle pas, mais c'est évidemment fondamental dans toute approche d'une culture autre. On ne peut pas simplement aller faire du microscope sans savoir ce qui se passe autour. Donc ce dont j'ai parlé, et puis surtout j'ai essayé de tester des méthodes, des nouvelles méthodes de travail avec de la vidéo à haute vitesse, des GoPro, et puis un système de suivi du regard pour essayer de voir un peu comment fonctionne la coordination entre l'œil et la main. Bon, sur les données de facture, voilà, c'est un peu des différents types d'instruments qu'on trouve dans la région, des xylophones, des lamellophones, tambour à peau, tambour de bois, et puis des harpsitars, notamment. Alors, j'ai travaillé chez les Tikars et chez les Bedjans sur des xylophones sur tronc de bananier.
Donc avec 5 gros petits quarts, et celui qui est en bas tout à droite, ce sont des pygmées, donc les pygmées Bedjan, qui donc jouent du xylophone sur tronc de bananier. Et c'est à peu près, à ma connaissance, le seul endroit où on trouve des pygmées qui jouent du xylophone. Simra me corrigera peut-être, mais je crois que j'ai discuté avec Suzanne Furnis, ma collègue, et qui a dit, a priori, c'est le seul endroit où on a vu ça. Donc avec deux façons de mettre le xylophone, donc soit à terre, qui est la façon traditionnelle, soit une façon plus moderne, c'est de le percher sur une table ou sur un bidon d'huile. Ça évite d'être accroupi au ras du sol. Et puis des xylophones à résonateur multiple qu'on trouve chez les Eton notamment, avec des xylophones qui sont soit posés sur des caisses, comme ici ce sont des xylophones d'église, mais on a des xylophones qui ne sont pas des xylophones d'église, qui sont mis de même façon, et on les utilise beaucoup maintenant de plus en plus dans une forme qu'on pourrait dire de cabaret en fait, pour la fête. Et ce sont les instruments qui vont, les groupes qui vont jouer dans les mariages, dans les cérémonies de deuil, etc. Et avec une forme plus traditionnelle qui est une forme portative. Donc là, avec quand même une façon de pouvoir le faire en s'asseyant pour se reposer un peu. Mais ça permet de déambuler avec notamment moins de lames sur les instruments plus graves. Et toujours accompagné par un tambour et un hocher, et évidemment le chant. Donc un détail, pourquoi on les appelle les résonateurs multiples? Parce qu'il y a un résonateur par lame ou à peu près. Donc soit des calebasses, qui sont parfois très très grosses pour les notes les plus graves, soit maintenant une façon plus moderne, c'est de prendre du bambou de Chine, donc des tuyaux beaucoup plus faciles à travailler, beaucoup plus résistants, et surtout beaucoup plus homogènes dans leur forme, donc c'est plus facile de contrôler la facture. Donc comment est-ce qu'on s'y prend? Quand on veut regarder des positions de jeu, bon, on peut regarder, observer avec la vidéo normale, des photos, et donc on peut commencer à faire des comparaisons. C'est relativement simple. Mais quand on veut commencer à rentrer vraiment dans l'intimité du jeu, une idée, c'est d'essayer d'être au plus près de ce qu'on fait avec la capture de mouvement en 3 dimensions. Vous savez, quand les gens mettent des petits capteurs, des petits marqueurs blancs partout, et puis c'est ce qui permet après de construire des jeux vidéo et la réalité virtuelle. Donc on a commencé à travailler sur des percussionnistes occidentaux en laboratoire ici en France et à Montréal pour pouvoir travailler là-dessus et comprendre le geste. Ça permet d'avoir en fait une représentation en 3 dimensions d'un squelette par exemple. Mais quand ce sont des choses un peu complexes techniquement qui coûtent très très cher, chaque caméra coûte entre 10 000 et 20 000 euros. Et puis il faut des conditions de lumière spécifiques, etc., etc. Il faut donc c'est un peu pour le moment impossible d'aller sur le terrain avec tout ça. L'idée, ça a été de se dire, il existe maintenant les toutes petites caméras. Vous savez, on voit beaucoup d'images maintenant avec les gens qui font du ski, qui font du vélo, qui dévalent des pentes pas possibles. Et donc, ce sont des petites caméras grosses comme mon poing, qui sont extrêmement résistantes et qui, la toute dernière génération, permet de faire des images jusqu'à 240 images par seconde. 240 images par seconde, c'est 10 fois plus qu'un film normal. Et ça veut dire qu'on peut vraiment ralentir le geste tout en conservant une très grande finesse d'analyse de ce geste-là. Donc l'idée, c'est de s'inspirer de ce que font les biomécaniciens et donc de découper le corps en tranches. Et donc on le regarde de 3 façons différentes, de dessus, de face et sur le côté. Et avec ça, on essaye de retrouver le maximum d'informations qui vont nous permettre de comprendre un peu ce qui se passe dans la réalité, mais dans les 3 dimensions, au lieu d'avoir quelque chose qui soit juste en 2 dimensions. Donc là, c'est un exemple, un joueur de xylophone avec une caméra qu'on place dessus, une en face et une sur le côté pour avoir ces 3 angles. Alors évidemment, on est sur le terrain, donc on fait avec les moyens du bord. On accroche les caméras dans les arbres, sur les rebords de fenêtres, etc. Donc c'est là où il y a toujours cette espèce d'ironie de la chose, c'est qu'on essaie d'être le plus technologique possible et le plus précis et rigoureux dans notre méthode expérimentale. Et en même temps, on essaie d'être dans les conditions les plus écologiques possibles, c'est-à-dire les plus proches de la réalité sur le terrain. Donc voilà, il faut être un peu inventif, mais c'est en fait ce qui nous fait plaisir aussi en tant qu'ethnomusicologue. Donc voilà, ça c'est une représentation, donc les 3 caméras, vous voyez la caméra de face, caméra de dessus, caméra de côté. Et puis je vais vous jouer un petit extrait, on est chez les Eton ici, xylophone à résonateur multiple, avec Amoa qui est un excellent musicien, qui est aussi le facteur des instruments de ceux-ci et le facteur de plusieurs groupes ensemble d'instruments dans la région.
Voilà, donc ça c'est en vitesse réelle et avec une vidéo que je dirais conventionnelle. Maintenant, on va aller sur l'autre groupe de xylophones, les xylophones sur tronc de bananier. Je vais d'abord vous jouer une petite vidéo courte de comment ça se passe en conditions réelles, et puis après des exemples de comment est-ce qu'on peut utiliser justement les ressources de ces nouvelles possibilités en termes de vitesse de vidéo. Voilà. Et donc, si on commence à regarder de plus près, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut combiner donc la possibilité d'avoir ce geste ralenti et commencer à faire avec un logiciel qui s'appelle Kinovea, mais il y en a d'autres, c'est le suivi extrêmement précis des mouvements. Et donc là, vous allez voir un exemple du suivi du la trajectoire de la baguette pour un des musiciens. Donc on est ralenti, il n'y a plus le son, on est à peu près à 10% de la vitesse réelle. Donc on peut voir notamment comment l'instrument réagit aux impacts et donc toute la manière dont ça fonctionne. On peut voir que les musiciens sont parfois extrêmement près l'un de l'autre dans leur réalisation. Et on peut voir aussi le léger décalage qu'il y a parfois entre les deux mains, qui est le plus souvent un décalage volontaire. Donc là, l'idée, c'était de prendre essentiellement les montées et descentes pour chaque geste, d'un geste à l'autre. Et puis comme ça, quand on commence à isoler les choses, on commence à avoir un petit lexique finalement de gestes, des deux mains ensemble, des mains séparées. Et on peut commencer à aller un petit peu plus loin dans la finesse de l'analyse. Une autre façon de faire, c'est l'autre musicien. Donc là, il y avait deux musiciens qui jouaient sur le même xylophone. J'ai fait la même chose, mais de cycle en cycle. C'est-à-dire que c'est des musiques cycliques avec des cycles très courts qui se répètent. Et là, qui se répètent quasiment à l'identique. C'est-à-dire qu'ils font quasiment la même chose, coup pour coup, au même moment, d'un cycle à l'autre. Et donc là, on voit, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait le suivi avec une couleur pour chaque cycle. Et d'un cycle à l'autre, je ne notais que les différences. C'est-à-dire que si les choses étaient les mêmes, je ne les notais pas. Et donc petit à petit, vous allez voir, il y a quelque chose qui se construit, qui est en fait l'aire de réalisation du geste. Le champ de réalisation. Et donc là, on est sur l'accumulation, on est sur le dernier cycle, et donc on voit les différentes couleurs. Ce sont les mouvements qui ont été faits, qui étaient un petit peu différents dans les autres cycles. Et on peut voir qu'en fait, les choses sont très très proches. Donc je vous rappelle, on est à 240 images par seconde. Donc quand vous voyez les petits décalages, ce sont des décalages qui sont en fait très 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 petits. Et on voit aussi que la trajectoire du geste est extrêmement précise et quasiment... elle n'est pas identique, mais très similaire dans les différentes itérations. Et ce qui est intéressant de noter aussi, c'est que même quand il y a des micro-rebonds sur les lames, ils sont quasiment identiques d'un cycle à l'autre aussi. Et voilà, donc ça fait partie des choses qu'on regarde. Et à partir de là, on peut regarder aussi notamment les points d'impact, les zones d'impact. Et puis on peut regarder en fait quelle est la variation, comment ça fonctionne, est-ce que ça vient de l'interaction avec le musicien. Et on peut commencer à faire des comparaisons entre musiciens. Donc là, c'est le même xylophone. Et simplement, ce sont les deux musiciens qui jouent la partie basse. Et donc là, vous avez un petit exemple.
Et donc là, on a des différences. On a des différences de deux ordres, de l'ordre musical, donc ils font des variations un petit peu différentes l'un de l'autre. Ça, c'est quelque chose qui se passe. Et on a aussi des variations un petit peu dans la manière de réaliser le geste. Là, c'est par exemple le suivi de la main droite de chacun d'eux sur quelques cycles. Donc on voit que typiquement, le tracé de ce geste est différent. Cela veut dire que la technique de jeu est légèrement différente. Les différences ne sont pas énormes, mais c'est ça qui caractérise en fait la signature musicale, j'allais dire, d'un musicien. La signature gestuelle d'un musicien par rapport à l'autre, c'est là où on va la trouver. Et c'est là où en fait des collègues qui ont travaillé de façon très très fine sur la harpe classique occidentale se sont aperçus qu'en fait des micro-changements dans le geste étaient en fait souvent la signature sonore, la signature acoustique d'un musicien. C'est-à-dire qu'en fait, ce petit changement n'est rarement un changement gratuit, c'est souvent un changement qui vient d'une volonté de produire un son particulier. Donc là, on est pour le moment dans l'hypothèse, et donc c'est le début de l'analyse de tout ça, ça va prendre encore beaucoup de temps, mais c'est là où on commence à rentrer vraiment de façon intime dans la manière dont les gens ont de jouer leur instrument. Et donc voilà, ça c'est les points d'impact qu'on peut voir et donc la façon dont les points d'impact se répartissent. Et on voit par exemple ici en haut à gauche le petit point jaune sur la première lame, le rond jaune. Il y a des petits points d'impact que j'ai mis en bleu. C'est quand le musicien en fait frappe les deux lames en même temps, c'est-à-dire qu'en fait il lui arrive d'être tellement près et d'aller tellement vite qu'on s'aperçoit grâce au ralenti qu'il y a ces choses qui se passent. Quand ça joue, quand ça va vite, on ne s'en aperçoit pas forcément. Et on entend des choses, mais on n'est jamais sûr, c'est parce que les choses vont quand même à une très grande vitesse. Et donc là, on peut s'apercevoir de toute chose qui se passe, et notamment de la plus ou moins grande précision des gestes, avec par exemple entre celui qui est à gauche et celui qui est à droite tout en haut. Celui qui est à droite est un peu plus expérimenté, il est plus précis, plus régulier dans sa gestuelle par rapport à celui qui est à gauche. Et celui qui est en bas, on est dans un autre village, même type de xylophone, exactement la même musique. Et on voit que les choses sont aussi extrêmement précises à ce niveau-là. Dernier élément que j'ai utilisé, c'est ce qu'on appelle le eye tracker. C'est un dispositif avec donc une paire de lunettes et deux petites caméras. Une qui regarde devant, donc l'endroit où la direction de la tête, et donc la direction du regard global. Et puis une autre qui en fait prend le reflet de la rétine. Et il y a trois petits points lumineux qui sont projetés sur l'œil, sur la rétine. Et c'est donc la réflexion de ces trois points par rapport à la position de la pupille et qui donne la direction du regard. Et donc quand on met les deux ensemble, on sait à peu près où le musicien va regarder. Enfin à peu près, même assez précisément. Donc voilà comment ça fonctionne. Et donc l'idée c'est d'être dans les mêmes conditions qu'on était avant, sauf qu'on ajoute ce dispositif. Et je dois dire que les musiciens l'ont fait de façon très, très simple. Ça ne leur a pas posé de problème en général, même aucun. Et ça n'a pas changé la façon de jouer. C'est ça qui est surtout intéressant pour moi. Et donc voilà le type de choses qu'on obtient après. Et donc on a le déplacement du regard. Et alors là vous allez voir, c'est un peu un cas extrême parce que celui-ci bouge beaucoup la tête. Donc ça fait un peu les montagnes russes. Mais vous allez voir aussi que la moitié du temps, il passe son temps à regarder ce qui se passe ailleurs. Ça marchait évidemment il y a quelques minutes. Bon. Je vais essayer de vous chercher la vidéo tout à l'heure pendant les questions. Mais donc voilà, et donc là j'en suis aussi au tout début des analyses. Je viens de faire une série d'expérimentations du même type avec des musiciens au Canada, des joueurs de marimba, de xylophone au Canada, avec le même équipement, cette fois-ci avec de la capture de mouvement 3D, parce que c'est quand même beaucoup plus simple à extraire des données qui sont faciles à analyser. Et puis donc faire ce suivi et travailler sur la coordination entre l'œil et la main, parce qu'on trouve des manières de déplacer l'œil qui sont extrêmement systématiques et qui, semble-t-il, qui sont aussi tributaires de la vitesse à laquelle on joue. C'est-à-dire que les manières de déplacer l'œil par rapport à la main
sont toujours en anticipation, et on s'aperçoit que quand on augmente la vitesse, il y a des choix qui sont faits par les musiciens sur quels sont les endroits qu'ils regardent, et donc là il y a la concaténation de plusieurs mouvements en un seul, et puis on s'aperçoit aussi qu'il y a un certain seuil où d'un seul coup l'œil part dans tous les sens, et c'est là où les fausses notes arrivent. Et donc là, c'est quelque chose qui, moi, m'intéresse en tant que prof, pédagogue et instrumentiste. C'est comment ça se passe, comment est-ce qu'on acquiert en fait, la capacité de regarder au bon endroit au bon moment pour pouvoir être capable de réaliser des choses assez virtuoses, et comment ça fonctionne quand on est dans une musique de tradition écrite comme la nôtre, ou quand on est dans une musique de tradition orale. Est-ce qu'au bout du compte, on se retrouve avec des choses similaires ou différentes par rapport au jeu instrumental? Voilà, et là pour terminer, j'ai fait aussi, un peu en rab, comme on dit, quelque chose avec des instruments, donc là c'est une harpe sitar, pour les collègues qui travaillent dans le projet de recherche sur les instruments à cordes pincées. Et donc avec la même idée, les trois angles, sauf que ici aussi on l'a mis parfois sur le manche de l'instrument directement, pour avoir vraiment les choses au centre. Voilà, donc c'est un peu le tour de à quoi ça sert d'utiliser ces nouvelles technologies, comment on s'en sert, comment est-ce qu'on essaie de s'en servir, et comment est-ce que ça permet de rentrer en fait un peu plus intimement dans la manière dont les gens conçoivent leur musique, dont les gens l'exécutent aussi. Et puis c'est juste une autre façon de faire de l'ethnomusicologie. Merci. Avez-vous des questions ? Moi, j'en ai une. Dans les trois versions. Ça marche, celui-là? Oui. Dans les trois versions que nous avez montrées, c'était toujours les mêmes groupes de gens qui chantaient? Ou c'était des groupes différents? Non, il y avait deux. Non, c'était deux villages différents. C'était deux villages différents. Ouais. Est-ce qu'il y a des compétitions entre eux? Est-ce que Non, ça n'existe pas en fait. Parce que ce qui se passe, c'est qu'ils sont 400 en tout, donc ça fait une petite ethnie quand même. Et ils sont évidemment, il y a des relations de lignage entre les uns et les autres. Et surtout, maintenant, ils sont sédentarisés dans des villages, mais ils sont toujours un esprit nomade, c'est-à-dire qu'on les retrouve sans arrêt d'un village à l'autre. C'est-à-dire qu'on travaille dans un village quelques jours, on part, on va à la ville, on revient, on va dans l'autre village qui est à 70 km, et on retrouve la moitié des mêmes gens avec qui on a travaillé avant parce qu'ils se sont déplacés. Donc il y a beaucoup de circulation, et ce qui fait qu'il n'y a pas ce phénomène de compétition, même si des fois, quand on faisait entendre quelque chose, si on avait le malheur de dire on enregistrait là-bas, on disait ah non, c'est pas bon, ils sont moins bons que nous. Mais le phénomène de compétition en tant que tel n'existe pas réellement. Et des nouvelles créations? Est-ce qu'il y a ça arrive en fait. Donc il y a tout le répertoire, un répertoire qui existe, on dit depuis, donc qui est pas daté. Moi, j'ai pu noter une fois un chant, on m'a dit ça c'est un nouveau chant. On l'a pas chanté depuis la dernière fois que vous êtes venu, il n'existait pas avant. Donc ça c'était une création de chant. C'est relativement rare de pouvoir mettre le doigt dessus et puis dire, et surtout c'est très rare de pouvoir dire qui a commencé en fait. C'est souvent quelqu'un qui dit, et s'il y a quelqu'un qui l'a fait, il a dit j'ai entendu en rêve. C'est quelque chose qu'on retrouve d'ailleurs assez généralement en Afrique centrale. C'est quand quelqu'un a un nouveau chant, on va dire ah, j'ai en rêve, et puis c'est pas lui en tant que personne. Très souvent dans ces musiques, ce sont des musiques communautaires en fait. Est-ce qu'il y a des questions? La musique accompagnait le travail, et que quand le travail disparaissait, par exemple avec les évolutions nouvelles des métiers, des travaux, ces musiques disparaissaient. Est-ce que c'est aussi la même façon que... J'ai une deuxième question. J'aime bien le balafon, là, ce que vous appelez le guisophone. Est-ce qu'entre le balafon du Mali, du Burkina Faso, etc., et celui du Cameroun, il y a des grandes similitudes à la fois dans l'outil et dans la musique? Alors, je vais répondre à
La première question, c'était sur le lien avec les activités. En fait, c'est pas qu'avec le travail. Souvent, ce qu'on appelle nous la catégorisation des patrimoines musicaux, c'est que les musiques sont souvent associées à une fonction dans la société, qui peut être le travail, mais qui peut être autre chose en fait. Toutes sortes de fonctions, ça peut être pour les levées de deuil, etc. Et il est vrai qu'il arrive que quand il y a des circonstances qui disparaissent, par exemple la chasse à l'éléphant qui disparaît, les répertoires peuvent disparaître. Ceci dit, chez les Ticares par exemple, où la construction de la société a été assez complexe, parce que c'est une ethnie qui est venue s'implanter et qui est venue en tant que conquérante et qui a assimilé des groupes qui étaient déjà en place. On retrouve par exemple dans le village de Nditam où j'ai travaillé ce qu'on appelle des quartiers. Et donc il y a le quartier des Bobis. Les Bobis étaient les habitants qui étaient là avant que les Ticares arrivent. Et quand on va dans leur quartier, d'un seul coup, ils chantent un répertoire. Et ce répertoire est extrêmement divers. Alors que d'habitude, un répertoire est extrêmement cohérent au niveau de la construction musicale. Il y a souvent un rythme, etc. Enfin, c'est vraiment très, très, très solide au niveau de la structure, de la cohérence. Là, on se retrouve avec des choses très diverses. Et en fait, c'est comme s'ils avaient pris toutes les musiques qui étaient les leurs et les ont rassemblées en un paquet en disant ça, c'est notre répertoire. Et c'est leur identité musicale qui passe à l'intérieur de ce répertoire. Donc, toutes les musiques ont été détachées de leur fonction originelle et sont maintenant dans un répertoire qui est un répertoire dit de divertissement, mais qui est utilisé en fait à chaque fois qu'ils ont quelque chose qui est de l'ordre des Bobis. Donc dès qu'il y a quelqu'un qui a un lignage Bobby qui décède, par exemple, on va chanter ce répertoire-là. Donc on a en fait souvent, quand une fonction, une circonstance disparaît, la musique a tendance à rester et elle glisse vers un répertoire plus ou moins de divertissement. C'est-à-dire qu'elle se détache de sa fonction rituelle ou sociale pour pouvoir conserver en fait l'aspect musical. Mais il y a des musiques qui tendent à disparaître. Par exemple, les musiques des flûtes ou des quand on y allait, il n'y avait plus que quelques mamans qui savaient jouer. Le fait qu'on y aille, ça a redonné envie à des plus jeunes de le faire. Mais avec la scolarisation, la transmission qui se faisait dans les champs au jour le jour a disparu. Et donc, il y a beaucoup moins d'occasions pour que la musique se transmette de cette façon-là. Donc, il y a des choses qui disparaissent. Oui, c'est vrai. Mais il y en a d'autres qui apparaissent. Par exemple, les joueurs de xylophone, donc là, je vais venir sur la deuxième question, ils font de la musique à la fois traditionnelle et de la musique pop qu'on entend, la pop africaine qu'on entend à la radio. Parce que quand ils vont dans les fêtes, donc il y a les rituels, il y a le lever de deuil, etc. Et après, une fois que la partie rituelle est finie, c'est la fête. Et quand c'est la fête, quand on a un orchestre sur place, l'orchestre joue tout. Donc il joue des choses aussi qui sont des choses qu'on entend dans les cabarets à Yaoundé, etc., dans la musique de tous les jours. Donc maintenant, xylophone, balafon, en fait, c'est un terme impropre. Bala, c'est le nom du xylophone, et fon, ça veut dire jouer du. Donc balafon, ça veut dire jouer du bala. Donc quand on dit joue du balafon, on dit joue du jouer du bala. C'est pour ça que le xylophone, c'est le terme organologique approprié. Donc ça veut dire donc en bois, de la métal en bois. Donc les différences, les similitudes, ce qu'on trouve notamment dans toute l'Afrique de l'Ouest, en général, sont des xylophones à résonateurs multiples, du même type qu'on a vu quand il y avait les ensembles de xylophones. Donc ça veut dire une lame, un résonateur en dessous. Et il se trouve que ceux que j'ai enregistrés ici, il y a 7 notes par octave, donc on les appelle heptatoniques. Et c'est très souvent le cas en Afrique de l'Ouest d'avoir des xylophones qui sont heptatoniques, donc avec 7 sons dans la gamme. Et alors que les autres, les Ticares, sont des xylophones pentatoniques, donc avec 5 sons par octave. On en trouve aussi en Afrique de l'Ouest, il ne faut pas être aussi tranché. Mais en gros, ce qu'on trouve au Mali, au Burkina, etc., ce sont les xylophones à résonateur multiple, qui sont souvent assez longs, qui font 15-20 lames, et qui sont joués soit en soliste, soit en ensemble, de la même façon que ceux qu'on trouve ici. Ceux que vous avez vus, c'est relativement similaire dans la facture, avec quelques différences, mais en gros, les principes sont les mêmes. Ouais. Je voulais savoir si dans un village, tout le monde chante. Parce qu'il y a les musiciens qui maîtrisent un instrument, mais quand ils chantent, on a l'impression sur vos vidéos que tout le village chante. C'est le cas en fait. Notamment chez les Bédjans, là tout le monde chante. Chez les Ticares, en fait, oui, dans tous les villages, sauf si on a vraiment une voix qui a un problème, tout le monde chante. Donc ça, c'est vraiment le cas. Et après, au niveau des instruments, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont plus spécialistes que d'autres. Sans qu'aucun ne soit vraiment spécialisé, en tout cas chez les Ticares et chez les Bédjans. Chez les Eton, ceux qu'on a vus, donc notamment le groupe que vous avez vu filmer,
le statut change parce que eux, ils sont déjà quasiment professionnels maintenant. Toute la saison sèche, vendredi, samedi, dimanche, ils sont invités pour aller dans les fêtes, etc. Un des autres groupes avec qui j'ai travaillé avec 5 ou 6 groupes. Il était régulièrement appelé à Yaoundé pour aller jouer dans les restaurants ou les bars. Eux, ils avaient une tenue qui était une tenue qui leur avait été donnée par un restaurant parce que régulièrement, ils vont jouer dans le restaurant. Donc, ils commencent à avoir un statut quasiment de semi-professionnel. Donc, ce sont des agriculteurs, la plupart du temps. Ou qui ont mais en général sont des agriculteurs et qui commencent à constituer des groupes et d'ailleurs quand je fais signer toujours des choses en disant les musiques que j'enregistre je ne vais pas les utiliser commercialement, si je les utilise commercialement il y aura des royalties etc. Ils ont dit non mais il faut les mettre sur YouTube, vas-y nous ça nous fait de la publicité et on va être demandé partout et donc parce que c'est un moyen de gagner de l'argent en fait de plus en plus. Donc on a ce statut de semi-professionnel qui est en train d'émerger. Les Eton ne sont pas très loin de la capitale, ils sont à 60-70 km de Yaoundé, donc c'est assez rapide, il y a des routes, c'est très facile d'aller. Ils sont au sud du fleuve qui constitue la grande barrière avec les Tikars eux sont complètement enclavés. Donc on est dans un mode de relation à la musique qui est plus ancien, en fait, plus traditionnel. Ouais. Il n'y a pas du tout le phénomène chœur solo, il n'y a que du chœur. Non, il y en a un peu. Souvent ce sont des chants responsoriaux avec un... Alors, ok. Je vais faire ça mieux. Chez les Bedjans, on a souvent quelqu'un qui entonne le chant. Il y a d'ailleurs toujours quelqu'un il y a le premier qui commence à chanter, ça peut être n'importe qui d'ailleurs, qui commence à chanter, et c'est le seul endroit du chant d'ailleurs où on trouve quelques paroles, et qui donne en fait la signification du chant, qui explique un petit peu. Mais sinon, après, tout le monde part, et on est dans une polyphonie qui n'arrête pas, et une polyphonie sans parole. Donc juste sur des voyelles A, O. Ou et en fait. Et donc là, on est vraiment dans des polyphonies. Il y a quelques chants chez les Bedjans qui sont de type soliste-répond, plus, mais très souvent, même la partie soliste devient polyphonique aussi. Mais ça, ce sont d'ailleurs souvent des chants plus récents. Chez les Tikars, on a un peu les deux. Et d'ailleurs, il y a certains répertoires des Tikars qui ressemblent très furieusement à de la musique pygmée. C'est-à-dire, quand on l'écoute au premier abord, on a l'impression que c'est totalement de la musique pygmée, parce que la construction polyphonique ressemble. Quand on regarde un peu plus près, c'est un petit peu différent. C'est la réalisation, en fait, ressemble à la musique pygmée, mais la façon dont on les pensait au départ est plus de type soliste-répond. Mais quand on l'écoute, on a vraiment l'impression que c'est la polyphonie complète sans arrêt. Donc on a aussi les deux. On a les deux types de musique, en fait. Ouais. Merci. Alors, je suis du Cameroun, donc moi je suis plus de la région du littoral du Cameroun. C'est vrai que l'on a souvent, enfin, pour les chercheurs, on a toujours parlé des musiques des Pygmées ou enfin, des groupes ethniques qui sont un peu, qui vivent ensemble. Mais c'est vrai que dans le sud du Cameroun ou dans le littoral, est-ce qu'il pourrait vous arriver un peu d'aller aussi écouter par exemple les chants, des mélodies des chanteurs ou des musiciens traditionnels dans le littoral entre Douala et tout le reste, je viens de là-bas. Et voilà, il serait peut-être intéressant. Il vous est arrivé d'aller écouter un peu les chants Moi, je suis allé au Cameroun, j'ai travaillé dans l'extrême nord. Donc j'ai fait une prospection, j'ai travaillé dans 10-12 groupes ethniques différents pour avoir un peu une idée de ce qu'il y avait. Après, ma thèse, je l'ai faite vraiment chez les Bedjans et les Tikars. Donc là, c'est mon terrain, comme on dit. Mais c'est vraiment là où j'ai le plus... enfin, non, avec l'extrême nord, beaucoup aussi. Maintenant, je suis allé un peu chez les Eton. J'ai fait une fois une petite visite chez Bageli Bakola, donc tout au sud-ouest. Mais j'ai pas travaillé dans le littoral. Ma collègue Suzanne Furnist a commencé à travailler dans le littoral, avec une approche d'ailleurs qui était... il y a des vieux rouleaux de cire qui existent dans les collections à Berlin. Parce que les Allemands, donc à la fin 19e, étaient au Cameroun, début 20e, ont réalisé des enregistrements. John Torbeck, pas John, Torbeck, bref, je me souviens plus son prénom. À l'époque, a fait des enregistrements et donc a traversé un peu tout le sud du Cameroun. Et donc on retrouve des anciens enregistrements et donc avec des
quelques éléments en fait d'informations qui sont reliés. Et donc elle est partie plusieurs fois dans la région avec les informations qu'elle avait pour faire entendre aux gens sur place et pour dire est-ce que vous reconnaissez, est-ce que cette musique vous dit quelque chose, etc., etc. Donc très souvent elle n'a pas forcément obtenu les réponses qu'elle cherchait, mais elle a obtenu plein d'autres musiques qu'elle ne connaissait pas. Donc oui, il y a des gens qui travaillent, mais c'est vrai qu'au Cameroun, paradoxalement, il y a un nombre d'ethnies assez incroyable, il y a 250 groupes ethniques à peu près. Et au niveau de la musique, il y en a relativement peu qui sont étudiés en fait, et qui ont été documentés. Je sais qu'il y a une association notamment qui depuis quelques années essaye de commencer à faire de la documentation un peu systématique, mais il y a relativement peu d'ethnomusicologues ou de gens qui s'intéressent simplement à la musique qui ont documenté ces musiques-là. Ouais. Oui, donc justement parce que par rapport à la question que la dame a posée sur les chants solos et les chœurs, et c'est vrai qu'il serait intéressant d'aller écouter parce que je suis musicien moi-même aussi, auteur-compositeur et chanteur, et j'ai travaillé justement sur ces mélodies ethniques du littoral du Cameroun. Mais c'est dommage parce que parfois ces musiques-là sont chantées, ces mélodies sont chantées à des périodes bien précises, soit, comme vous avez dit tout à l'heure, soit c'est des levées de deuil ou des naissances d'enfants ou enfin des événements de joie dans les familles, quoi. Et c'est très rare de trouver dans le littoral les gens faire de la musique comme ça, comme les Pygmées, comme dans le Nord. On ne la fait pas comme ça tout le temps. Il faut arriver à des moments bien précis, mais bon. Merci de votre réponse, mais bravo aussi à ce que vous avez fait dans le Nord. Merci. Dernière question. Oui, je voulais juste savoir s'il y avait eu une étude sur une éventuelle grammaire des voyelles qui étaient utilisées, puisque je me demandais, comme tout à l'heure, comme la dame, si ça avait un sens ou si c'était juste vocalique, mais j'imagine que c'est pas n'importe qui chante n'importe quoi, n'importe comment, de ce point de vue-là aussi. Est-ce qu'il y a eu quelque chose là-dessus ? En fait, avoir travaillé sur les polyphonies des Pygmées, il y a Simra, il y a Suzanne, il y a moi dans le coin. Suzanne avait travaillé aussi, notamment elle, sur la problématique des échelles, la même chose, mais chez les Haka. En fait, moi, je me suis aperçu que c'est souvent, par exemple, les Bedjans n'aiment pas les voyelles trop tendues, les haies. Dès qu'on passe du et au hais, le hais, ils disent ça, c'est comme une gazelle qui est en train de braire. Donc voilà, c'était vraiment. Donc il y a des voyelles préférentielles, je pense qu'il y a des réalisations de voyelles qui sont préférentielles, comme on préfère l'accent de un tel ou un tel. Moi, j'ai pas fait d'études personnellement sur là-dessus. J'ai le matériel pour le faire, ça serait pas très compliqué. Il suffit de passer en revue toutes les choses pour avoir juste, en fait, ça donnerait un champ de réalisation de ce que j'ai enregistré, et puis après il faudra les vérifier de visu. En gros, c'est des A, des O et des E. Des I un peu, mais chez les Bedjans pas tellement, chez les Haka beaucoup plus. Une chose que j'ai pas dit non plus, c'est que chez les Bedjans il n'y a pas de yodel, il n'y a pas de passage entre la voix de poitrine et la voix de tête qu'on trouve dans toutes les autres musiques pygmées, toutes. Même dans l'Ituri où il y en a très peu, il y a quand même un petit peu de yodel. Chez les Haka, les Baka, il y en a beaucoup. Chez les Bedjans il n'y en a pas du tout. Donc ça c'est le seul trait qui finalement différencie cette musique pygmée des autres musiques pygmées en général. Mais non, il y a pas, à ma connaissance, il n'y a pas eu d'études sur la phonologie en fait des voyelles employées ni de réalisation phonétique en fait, description de réalisation phonétique. Merci beaucoup. En fait, il y en a chez les Bedjans, on a des tambours d'eau. Là, je l'ai pas mentionné parce que c'était pas le propos, mais il y en a, oui, effectivement. Ouais. Merci.